Bon matin. Bon après-midi. Aujourd'hui, on va commencer avec une question de Daniel qui nous demande c'est quoi, dans le fond, il cherche des nouveaux ordi pour sa PME, puis il dit c'est quoi la différence entre un i3, un i5, un i7. Il y a quand même une bonne différence de prix entre les trois. Fait que je voulais un peu lui donner nos recommandations. Qu'est-ce que nous on suggère là, quand on achète des nouveaux PC, puis dans quel cas est-ce que vous devriez prendre l'un ou l'autre. Donc, je te laisse commencer où j'y vais. Je peux commencer si tu veux. Rapidement, les i3, i5, i7, il y a les i9 aussi qu'on voit Oui, c'est moins vrai. souvent, mais il y a les i9, puis il y a les Celeron également, qui sont aux deux bouts du spectre. Donc les Celeron, c'est vraiment d'entrée de gamme. On va retrouver ça euh, dans des boîtes qui requièrent très peu de computing power. Donc généralement pas dans les ordinateurs. Si vous voyez un ordinateur avec ça, touchez pas à ça. On va retrouver ça des fois dans des NAS, dans des synologies, il y a ça. Ouais. À l'autre extrême du spectre, on a les i9, où est-ce qu'on va trouver ça dans des machines très professionnelles. Les MacBook Pro 16 pouces, vous pouvez l'avoir avec les i9. Il y a certains laptops vraiment très Mac Pro. spécialisés qui offrent également les i9. Puis entre ces deux extrêmes-là, on a i3, i5, i7. Donc, rapidement, la différence entre on peut classifier comme ça. Le i3, c'est vraiment d'entrée de gamme. Le i5, c'est mainstream. Puis le i7, c'est high-end. Donc, dans le fond, rapidement, là, i3, on va les retrouver avec des fréquences un peu moins élevées. Toutefois, on n'aura pas de Turbo Boost. Donc, Turbo Boost, c'est un feature d'Intel Ouais. qui permet de changer le voltage du processeur et de permettre d'aller chercher des vitesses un peu plus rapides dans les pics. La même chose qu'un turbo dans une voiture. Donc, quand vous appuyez au fond dans l'accélérateur, le turbo, il se poule rapidement, il vous donne un boost de power, de puissance pendant quelques secondes, quelques minutes, puis après ça, ça se calme. Donc, pendant une accélération. C'est la même chose avec les processeurs, notre turbo boost qui permet de faire ça. Donc, dans les trois, cette feature-là n'est pas disponible. On ne les retrouvera pas non plus avec beaucoup de cores. Donc, je Ouais. pense là, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, là, mais je pense qu'il y en a au-dessus de 4 cores des 3. Ah, i3, 2 c'est 2 cores. max, je crois même. 2 max, c'est ça. Par exemple, on va avoir le hyperthreading qui va être disponible, mais très peu de cache sur le processeur. Le i5, lui, contrairement au i3, on a la fonction de Turbo Boost, on a jusqu'à des 4 cores, puis les processeurs ont plus de cache. Donc, c'est un avantage du i5. Également, ce qu'on va retrouver généralement avec les i5, ce qu'on retrouve avec les i3, c'est le Intel HD, donc une espèce de carte graphique qui fait le nécessaire là, pour du monde, pour l'utilisation tous les jours. Donc, c'est sûr que si vous jouez à des jeux sur votre ordinateur, Intel HD, donc la carte graphique intégrée au CPU, ne sera probablement pas suffisante. Même chose si vous faites du montage vidéo, du montage photo, du transcollage. Transcollage, c'est plus sur le processeur que sur le GPU, mais en fait, on retrouve ça sur les processeurs i5, on ne retrouve pas sur les i3. Donc, si vous avez un i3, il va falloir. Certains modèles l'ont, certains modèles ne l'ont pas, là, mais si vous ne l'avez pas, il va falloir à ce moment-là penser à acheter un GPU avec votre ordinateur. Ouais. Dans les i7, donc à ce moment-là, c'est plus que 4 cores. Les fréquences sont évidemment plus élevées. On va retrouver la fonction de Turbo Boost, de Hyperthreading, plus de cache, donc 8 MB minimum, avec toujours le processeur graphique, donc le Intel HD qui se retrouve d'intégrer dedans. Donc, Ouais. pas mal ça. Ouais, c'est un bon résumé. Si on parle d'espérance de vie, là, en fait, pourquoi nous on recommande. Habituellement, le i5, c'est vraiment c'est ça, c'est un milieu de gamme, un peu comme Oli l'a dit, entre le prix et la performance. Donc, évidemment, les i7, on va aller chercher plus de performance, avec des processeurs qui vont être plus professionnels, mais en même temps, ça vient avec un prix. Puis les i3, ben, c'est l'opposé. Donc, ça va être vraiment effectif, ça va être avantageux au niveau du prix, mais en même temps, on va sacrifier la performance. Donc, même dans l'espérance de vie, il y a une bonne différence entre un i3 et un i5. Donc, un ordinateur qu'on va acheter avec un i3 va nous durer moins longtemps. Des fois, c'est même jusqu'à la moitié de la vie d'un i5. C'est bon aussi entre le i5 et le i7, mais il y a moins de différence peut-être. Donc, si vous regardez pour acheter des ordinateurs qui vont durer un petit peu plus longtemps, nous, c'est ce qu'on préconise. On a un cycle de changement qui va peut-être être un peu plus long, mais on va acheter des machines un peu plus performantes. Donc, je vous recommande d'acheter un i5 à ce moment-là. Si vous changez régulièrement de machine,
ou si c'est de cette manière que vous procédez à l'intérieur de votre entreprise, ben là, on peut regarder des I3 tant que vos besoins restent de base. Là. Donc, on parle d'admin, un peu de fichiers Excel, donc des Word, regarder des photos, des mails. Là. Ouais. Puis les fichiers Excel pas trop lourds parce qu'on a certains clients qui font l'utilisation extensive des fois des fonctions dans Excel qui peuvent taxer le processeur assez rapidement. Voilà. Je veux juste me rétracter. Le i5, il n'y a pas de hyperthreading. Juste pour clarifier ce que c'est le hyperthreading. Sur un processeur, on a plusieurs cores. Donc, ce sont des puces de calcul différentes. Donc, sur un même socket, sur une même pièce, il y a plusieurs processeurs dedans. Le hyperthreading, ce que ça fait, c'est que ça virtualise un deuxième processeur. Donc, si vous avez, mettons, un processeur à 4 cores, ben, vous avez 8 threads. Donc, il y a 8 instructions qui peuvent être exécutées simultanément sur le processeur, alors que dans les i5, on ne retrouvera pas cette fonction-là. Donc, si vous avez un i5 4 cores, ça va être 4 cores. Si vous avez un i7 4 cores, ben, ça va vous avoir 4 cores, 8 threads. Ouais, donc on peut, on peut traduire ça en fonction, si on veut. Si vous ouvrez beaucoup de programmes à la fois, si vous fonctionnez avec plusieurs applications, donc c'est les instructions, à ce moment-là, vous pourriez aller voir vers peut-être un processeur qui a un peu plus de core parce que les instructions vont être calculées là, vraiment quand un jeu d'instructions va être capable de s'exécuter sur le processeur. Donc, c'est un peu plus technique, là, mais en gros résumé, c'est qu'il faut qu'il soit disponible, là, ce jeu-là. Ouais. Excellent. Donc, voilà pour... Pendant qu'on parle des processeurs, il y a deux autres choses aussi. Chez Intel, on a les Xeon qu'on retrouve généralement sur des machines, ce qu'on appelle des workstations, donc, ou des serveurs. Donc, dans les workstations, c'est vraiment des machines faites pour des développeurs ou des graphistes. Xeon, c'est un peu la même chose que dans les I. Là. Donc, on a i3, i5, i7, on a un Xeon E3, E5, E7. Le E3 puis le i7, c'est sensiblement la même chose, c'est le même socket. La seule différence, c'est que les processeurs Xeon vont supporter de la mémoire, ce qu'on appelle Registered Memory, donc qui ont du SSD en fait, donc qui font du error correcting. Donc, c'est vraiment utile dans des serveurs, dans des postes de travail un peu moins, mais dans les serveurs, on retrouve ça également. Puis, bon, évidemment, plus le chiffre augmente, donc E3, c'est un peu la même chose que le i7, mais le E5 et le E7 ont beaucoup plus de cores, donc ça peut aller même jusqu'à 28 ou 28 cores, je pense qu'on a en ce moment. Là, c'est les sur les Xeon plutôt que 4 cores ou 6 cores ou 8 cores même dans les processeurs de bureau. Ouais, donc utile pour de la virtualisation, entre autres. Tout à fait. Puis, il y a aussi les processeurs AMD qui ont vraiment pris du galon ces derniers mois, qui sont une excellente alternative également aux processeurs Intel. Donc, pour aussi performants, peut-être même un peu moins cher, ils peuvent donner une bonne performance. Ouais, dans la gamme Ryzen, on parle les gammes processeurs aussi, je ne me souviens pas du nom, là, on peut avoir aussi des bons processeurs. Ça marche, donc voilà Daniel, j'espère que ça t'éclaire. Notre deuxième question apportait c'est une question qu'on a reçue il y a quelques jours, donc il y a Jean-Philippe qui nous demandait pourquoi est-ce que le chiffrement, c'est important, donc toutes sortes de chiffrements, l'encryption des données, ça en fait partie, donc vraiment le chiffrement en général, Jean-Philippe nous demandait pourquoi c'est important dans mon entreprise, puis est-ce que c'est aussi vrai au niveau personnel, dans le sens où quand je vais sur un site HTTPS, comme par exemple la banque, Facebook, donc ce site web-là va être HTTPS, ça veut dire que c'est sécurisé, donc la communication va être encryptée de mon ordinateur là, jusqu'au serveur, grosso modo. Donc, pourquoi est-ce que même personnel, je devrais utiliser ça? Puis évidemment, si je suis une entreprise, là, si je suis la banque, si je suis même... si j'ai besoin de faire des paiements sur mon site, donc un site web transactionnel, je devrais encrypter mes données. Ça peut aller plus loin que ça. On peut parler d'encrypter les ordinateurs eux-mêmes aussi. Voilà, donc je laisse ça débuter sur le sujet. Essentiellement, le chiffrement est essentiel pour l'ensemble des communications. Au départ, le chiffrement, c'est pour protéger des données. Donc,
peu importe la méthode ou le protocole ou la clé ou le cipher suite qu'on utilise, l'idée, c'est de protéger des données. Puis c'était vrai aussi quand ça a débuté, là, dans l'époque de Rome, en fait, où les messages qui transigeaient, dans le fond, si quelqu'un venait à interrompre, à arriver dans le milieu il interrompait le cheval qui transportait le message, mais il ne pouvait pas déchiffrer, dans le fond, ce que Rome voulait dire à des soldats, par exemple. Tout à fait. Il y a deux choses. Il y a l'encryption il y a plusieurs types de chiffrement, mais dans le domaine des entreprises, il y a deux choses qu'il faut considérer, c'est le chiffrement en mouvement et le chiffrement au repos. Donc, pour clarifier un peu ce que c'est, le chiffrement au repos, c'est sur le disque, c'est sur votre clé USB, c'est sur un DVD, c'est du moment que la donnée est écrite à un endroit sur un média, la donnée devrait être chiffrée. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est que si vous faites voler votre ordinateur, à ce moment-là, je pourrais simplement sortir le disque de l'ordinateur, puis s'il n'est pas chiffré, je peux le brancher dans n'importe où, puis je peux me mettre à lire les données qui sont dessus, donc incluant dépendamment de ce que vous avez sur votre disque. Donc, si vous avez des documents confidentiels, si vous avez des documents qui contiennent des données personnelles, à ce moment-là, je peux voler ces informations-là. Si vous avez chiffré votre disque, donc si vous utilisez Windows 10 avec BitLocker ou si vous utilisez Mac avec FileVault, à ce moment-là, le disque est chiffré avec une clé, c'est un chiffrement asymétrique, donc c'est une clé privée-publique. À ce moment-là, si je prends votre disque et que je le branche dans mon ordinateur, il va me demander une clé pour pouvoir lire ce qui est écrit. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de protéger les données quand elles sont écrites en ce moment. La deuxième chose, c'est le chiffrement au transport. Donc, ça, c'est quand je transmets des données. Donc, sur Internet, si je le transmets d'une base de données à l'autre, si je le transmets sur le réseau. L'idée, c'est de chiffrer ces données-là, comme ça. S'il y a quelqu'un ce qu'on appelle un sniffer, donc si quelqu'un intercepte la communication, à ce moment-là, il ne peut pas lire les données. Alors, ça, c'est quand vous allez sur votre site bancaire, sur le site de votre banque, vous vous connectez, vous avez votre numéro de carte, vous avez votre mot de passe. C'est important que ces données-là soient chiffrées parce qu'on ne veut pas que les informations, en fait, votre mot de passe, votre numéro de carte soient interceptées par un attaquant puis qu'il puisse lire les données. Donc, c'est ça essentiellement le chiffrement au transport. Encore une fois, c'est important. Si votre entreprise, vous roulez un site transactionnel, vous prenez les paiements par carte de crédit, vous êtes soumis à la norme PCI DSS. Selon le PCI DSS, vos données doivent être cryptées. Donc, c'est une obligation si vous avez un site transactionnel, si vous faites du traitement de données de carte de crédit. Si vous n'en faites pas, mais que vous ramassez des données sur vos clients, donc l'adresse, le mot de passe, son nom, son numéro de téléphone, tout ça, ce sont des données confidentielles. Le mot de passe est une donnée secrète, donc c'est important de chiffrer ces données-là, tant au repos, donc tant quand c'est sur votre disque de votre serveur, que lorsque la donnée est transportée d'un point à l'autre. Donc, c'est non seulement important, mais même obligatoire de chiffrer ces données-là si vous voulez être pris sérieusement dans le monde. Mm-hmm. Puis ça veut dire que par exemple, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe devrait être chiffré, même si je vais sur Facebook, même si je vais sur, je sais pas, un site web où je fais pas nécessairement de transaction, mais exemple un blog. Je m'inscris au blog, là, j'ai un nom d'utilisateur, j'ai un mot de passe, donc ces données-là devraient être chiffrées également. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand vous faites un setup d'un blog ou en fait, du moment que vous avez de l'authentification, donc nom d'utilisateur, mot de passe, que ce soit des gens qui viennent sur votre site, ou encore que vous avez un système qui store des noms d'utilisateurs, des mots de passe, c'est important de non seulement, en fait, dans le domaine de la cryptologie, là, on a ce qu'on appelle en anglais du hash and salt. Là. Donc, c'est important de crypter le mot de passe puis de salter également votre base de données de façon à ce que si jamais votre base de données elle est volée, c'est pas possible de reverse engineering les mots de passe. Donc, si vous avez je prends par exemple un mot de passe de 5 caractères, une fois qu'il est passé au travers de votre algorithme d'encryption, tous les mots de passe, peu importe la longueur, vont avoir le même string de 128 caractères. En fait, pas le même, mais un string de 128 caractères ou 256 caractères qui était dépendant de la clé d'encryption, finalement.
Ouais. Ouais, puis c'est très important, c'est ça, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais si je m'inscris sur un blog ou si je vais sur un site, je sais pas moi, ils donnent des trucs pour des jeux vidéo, là. J'ai pas, j'ai un compte, j'ai un mot de passe, mais en même temps, si quelqu'un me vole ça change pas grand-chose. Sauf qu'en même temps, ces mots de passe-là, dans le fond, pensez à la base de données qui est en arrière, qui regroupe tous les mots de passe. Donc, souvent, puis ça s'est fait dans plusieurs exemples, là, les pirates réussissent à dérober cette base de données-là. Ils prennent ensuite les combinaisons d'utilisateurs mots de passe, puis ils vont aller les essayer dans d'autres sites web, comme par exemple, bon, peut-être pas les banques parce que les utilisateurs ne seront pas prêts, mais par exemple Facebook, par exemple vos comptes courriels. Donc, une fois qu'ils ont accès à vos comptes courriels, après ça, on peut aller resetter des mots de passe sur les autres sites web, peut-être même votre banque. Donc, en même temps, c'est important d'avoir des mots de passe différents, oui, mais assurez-vous aussi que la partie tierce, le site web sur lequel vous inscrivez, met en place ces mesures de sécurité-là. Et ça va même plus loin. Au Canada, on est en train d'y réfléchir. Bon, beaucoup d'aspects. En Europe, ils ont passé la norme du GDPR qui permet de même quand il y a un regroupement de données sur vous. Donc, ces données-là doivent être identifiées, ils doivent être aussi sécurisés et vous pouvez être tenu responsable si ce n'est pas le cas. Puis on est en train de parler aussi avec la grosse crise des jardins qu'il y a eu. Donc, on met en place des méthodes aussi ou peut-être même des lois qui vont imposer à tous ceux qui prennent l'information finalement, qui puissent assurer aux consommateurs que ces données-là vont être encryptées d'une telle méthode que ce soit sécuritaire, que même si les pirates arrivent à compromettre une partie de l'opération ou de la transition entre vous et le site web, ben, au moins, vous allez rester en sécurité. Oui, tout à fait. Donc, pour répondre à la question, en short, c'est important pour protéger les données. Le chiffrement, c'est une des nombreuses méthodes que vous devez mettre en place pour protéger les données confidentielles que vos clients vous confient ou que vos employés vous confient. Puis c'est évidemment ce qui est secret à votre entreprise. Donc, vos plans d'affaires, les plans d'acquisition, tout ça, ce sont des données qui sont importantes, qui sont confidentielles. C'est important de les chiffrer adéquatement, tant au repos qu'au transit. À cette fin, j'encourage tout le monde qui regarde cette vidéo-là, assurez-vous que votre ordinateur, si vous utilisez Windows, que BitLocker est activé. Si vous utilisez un Mac, assurez-vous que FileVault est activé, c'est important. Si vous avez des vieux serveurs, Windows 2003, 2011, 2008, R2, sortez ça de votre écosystème, migrez vers des systèmes d'exploitation plus récents, qui utilisent SMB3, là, qui fait du chiffrement au transport pour le copie de données. Si vous avez un site web, assurez-vous d'avoir un certificat SSL TLS, désactivez TLS, en fait tout ce qui est en bas de TLS 1.2, désactivez ça, donc 1.1, 1.0, SSL 2 puis 3, c'est tout obsolète. Ça a été brisé il y a longtemps. Donc, c'est très, très important. Je vous recommande également, si vous avez un site web, il y a un site qui s'appelle SSL Tester de SSL Labs. Excusez-moi, SSL Labs, c'est qui analyse le SSL puis, de votre site. Puis il va vous dire également si vous avez des vulnérabilités ou s'il y avait des Cypher Suite qui sont insécures. À ce moment-là, ça va vous le dire. Ouais, donc, puis est-ce que, pensez votre site à ça. Rapidement, tu peux, dans notre guide d'endurcissement, notre checklist là, qu'on a faite il y a déjà de cela plusieurs mois, on parlait d'activer les puces TPM aussi, qui vont aller, qui sont de mèche avec finalement l'encryption des ordinateurs. Rapidement, là, en 2-3 phrases, peux-tu nous expliquer comment ça améliore ça, mon encryption sur mon ordinateur? Au début des années 90, on avait des processeurs, puis on avait des macroprocessors. C'est ceux qui se rappellent des 286, 386, 86. Il y avait une puce qu'on peut ajouter sur notre board qui était le macroprocessor, qui faisait finalement, qui était une puce spécialisée pour faire des opérations arithmétiques. Maintenant, dans les ordinateurs, c'est une évolution exponentielle de ce que c'était un macroprocessor. Donc, ce sont des puces dédiées. Quand on parle de TPM, ce sont sur des machines Windows et Linux. Qui font que ça, que c'est un FPGA qui est dédié à faire des opérations cryptographiques. Sur les Mac, c'est la puce T2. C'est
c'est pas un TPM selon le standard que c'est, mais c'est l'implémentation qu'Apple a décidé d'en faire. Ça fonctionne bien avec leurs produits, mais ça ne fonctionne pas avec, avec Windows. Donc, si vous avez un Mac, vous voulez installer Windows dessus, ça va fonctionner, mais vous n'aurez pas les fonctions de TPM. À partir du moment où vous utilisez BitLocker ou vous utilisez FileVault, cette puce-là va être activée puis elle va fonctionner pour l'ensemble de votre ordinateur. Donc, voilà. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que Jean-Philippe, ça t'éclaire un peu. Puis, en fait, tout le monde qui écoutait, là, j'espère que ça vous a donné des conseils, puis que vous allez pouvoir mettre ces meilleures pratiques-là en pratique, en fait. Donc, voilà, nous, on se revoit lundi. Et d'ici là, ben, je vous souhaite un beau week-end. That's it. That's it. Merci. All right, bye-bye.